demain, le quart d'heure lyonnais. Toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce lundi, nous sommes le 29 novembre. Le référendum sur les télécabines. Plus de 95% des électeurs à Sainte-Foy-les-Lyons et la Mulatière se sont exprimés contre le projet. Le rythme de la 5e vague de Covid s'emballe quelque peu à Lyon et dans le département du Rhône, avec un taux d'incidence désormais à 316 pour 100 000. Le Groupama Stadium redevient un vaccinodrome. 7500 personnes dans les rues selon les organisatrices, 4200 selon la police. Le cri de colère des femmes contre les violences qui perdurent dans notre société. Parmi les manifestantes, la chef de cabinet du maire de Lyon, Ninon Guinel, qui a récemment dénoncé avoir été agressée sexuellement par un membre d'Europe Écologie Les Verts alors qu'elle travaillait au Sénat en 2015. Son interview dans cette édition. La neige est tombée ce week-end dans le Rhône. Attention, avec des routes parfois verglacées. La neige est tombée autour de 350 à 400 mètres. Aucun restaurateur du Rhône n'apparaît plus désormais dans les 200 premiers restaurants du monde, selon La Liste, un agrégateur qui a publié son classement ce week-end. La victoire de l'OL 1-0. Nous parlerons également de rugby et de basket. Quant à la scintillante, elle a enregistré 2700 participants et surtout un record de dons. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais. Toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous, bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. 96,2% des électeurs de Sainte-Foy-les-Lyons se sont exprimés contre le projet de télécabine. 6354 personnes sur 15 520 inscrites sur les listes électorales se sont déplacées aux urnes, soit un taux de participation de 43%. À la Mulatière, 94,2% des électeurs se sont exprimés contre ce projet, avec un taux de participation de 30%. Ce référendum était organisé par la maire de la Mulatière, Véronique Deschamps, et celle de Sainte-Foy-les-Lyons, Véronique Sarcelli, toutes les deux de droite, toutes d'hiver droite, toutes deux en tout cas hostiles au transport par câble. Le préfet du Rhône avait estimé que ce vote consultatif se déroulait en dehors de tout cadre légal. La métropole prône, je vous le rappelle, un transport par câble entre Francheville et Lyon via Sainte-Foy-les-Lyons et la Mulatière à l'horizon 2025 pour désengorger les axes routiers entre l'ouest et le centre de Lyon. Le Citral vient d'ailleurs d'ouvrir la concertation publique qui durera 3 mois. Le rythme de la 5e vague de Covid s'emballe quelque peu dans le département du Rhône, avec un taux d'incidence sur 7 jours atteignant désormais 316 pour 100 000, bien au-dessus du taux moyen en France, qui est de 231. Les augmentations les plus fortes sont enregistrées dans le département de la Haute-Loire, plus 99%, la Haute-Savoie et le Rhône, plus 83%. Le taux de positivité de 6,5% poursuit également sa progression. 317 patients Covid+, étaient hospitalisés vendredi dans le département du Rhône. 47 nouveaux patients en 24 heures. La barre des 50 patients soignés en réanimation a été franchie. Alors que le rappel vaccinal vient d'être étendu à tous les adultes et que les demandes de rendez-vous explosent depuis jeudi, le Groupama Stadium redevient un vaccinodrome. Le grand stade de Dessines rouvre en effet pour 6 dates, dont la première était samedi. Cette opération coup de poing sera orchestrée par les pompiers du Rhône et de la métropole. Notez que 1500 créneaux seront ouverts sur Doctolib sur chacune des 5 dates qui restent à définir. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Elles et ils étaient 7500 selon les organisatrices, 4200 selon la police samedi à être descendus dans les rues de Lyon pour crier leur colère contre les violences faites aux femmes qui perdurent dans notre société. La marche unitaire dans les rues de Lyon était organisée par le collectif Droits des femmes 69 qui regroupe plusieurs associations comme le Planning familial du Rhône, le collectif MeToo ou encore la Ligue des droits de l'homme et les syndicats comme Solidaires. Une manifestation qui intervenait après le témoignage jeudi soir sur France 2 des femmes accusant l'ancien ministre Nicolas Hulot d'agression sexuelle et de viol. La chef de cabinet du maire de Lyon, Ninon Guinel, a récemment dénoncé avoir été agressée sexuellement par un membre d'Europe Écologie Les Verts alors qu'elle faisait ses premiers pas en politique au Sénat, c'était en 2015. Ninon Guinel qui a aussi signé la tribune publiée dans le journal Le Monde, la tribune MeToo politique. Forcément, cette manifestation avait pour elle un sens particulier. Ninon Guinel que nous avons rencontré lors de cette marche. Oui, elle revêt un caractère particulier pour 2 raisons. La première, c'est la raison intime, évidemment, parce qu'être dans des espaces féministes de sororité comme celui-ci, ça fait un peu réparation. Donc, au regard de tout ce que j'ai pu traverser en politique et ce dont je témoigne dans ces politiques, c'est important d'être là pour moi et de sentir cette vague de sororité qui vient porter. Et la deuxième raison, c'est que là, on est à l'aune d'une élection capitale, celle des présidentielles, et qu'aujourd'hui, on a 3 candidats qui sont mis en cause dans des affaires d'agression et de violence sexuelle, et que le principe
principe de la tribune MeToo politique, c'est justement de dire qu'aux partis et aux maires qui peuvent investir ces candidats-là, de ne pas le faire par action préventive pour qu'on n'ait pas demain aux responsabilités des hommes qui potentiellement sont des agresseurs sexuels. Plus largement, qu'est-ce qu'il faut qu'il change dans la politique pour justement qu'il ne plus jamais se reproduise ce genre de faits? Alors il y a tout un travail de déconstruction, comme on dit dans le vocabulaire féministe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la façon dont on exerce le pouvoir est profondément masculiniste, profondément viriliste, avec des mécanismes de domination qui viennent s'illustrer dans les violences sexistes et sexuelles. Il faut savoir que le collectif Chères collaboratrices, qui a été dissous d'ailleurs cette semaine au motif que maintenant ce sont les institutions qui doivent prendre ça en charge, avait fait une enquête auprès des collaboratrices à l'Assemblée nationale, et il y a une collaboratrice sur 5 qui déclare, donc ça veut dire que déjà les collaboratrices, il faut qu'elles en aient conscience, mais qui déclarent avoir été victimes de violences sexistes et sexuelles dans le cadre de leur fonction. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on envisage totalement différemment la façon dont on exerce le pouvoir, en dehors des cadres virilistes, en dehors des cadres masculinistes, et en laissant évidemment beaucoup plus de place aux femmes, parce que les agressions sexuelles en politique, c'est aussi un moyen d'effacer les femmes du champ politique, et du coup pour les hommes de conserver le pouvoir. Et c'est un phénomène qui concerne tous les partis, y compris le vôtre? Oui, ça concerne absolument tous les partis. L'affaire Baupin, on avait montré qu'effectivement même chez les écologistes, il y a des violences sexistes et sexuelles. Moi, ce que je raconte, c'est aussi chez les écologistes. En revanche, là où il y a une différence, c'est que ces affaires-là, elles sortent chez les écologistes majoritairement. La tribune a été signée par des femmes écologistes ou des femmes de gauche. Et je pense parce que à ELV, on a commencé ce travail, on a commencé ce chemin vers le féminisme, et du coup, on accepte de regarder. Et du coup, les processus de silenciation sont beaucoup moins forts sur nous. Et je pense qu'aujourd'hui, dans les partis qui sont réactionnaires sur ces questions-là, notamment les partis de droite et d'extrême droite, je pense que les femmes ne peuvent pas prendre la parole parce que la silenciation est trop forte. La ministre a appelé les victimes à dénoncer. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui les femmes de dénoncer leur bourreau? En politique, parce que bien souvent, les agresseurs sont aussi les patrons. C'est-à-dire que quand on vient dénoncer un homme qui a été auteur de violences sexistes et sexuelles, bien souvent, c'est notre employeur. Donc, il y a le risque de perdre son travail, de se retrouver dans une situation de précarité économique, etc., et de mettre fin à sa carrière. C'est-à-dire que moi, quand je témoigne contre l'homme qui m'a agressé en 2015, j'ai ce doute-là, au fond de moi, de me dire, ce témoignage, peut-être que ça va mettre fin à ma carrière de collaboratrice politique. Il se pose aussi la question des preuves et des témoins, parce que souvent, ce sont des actes qui se font sans preuve et sans témoins. Comment on fait, là? Alors, justement, c'est le propos de la tribune MeToo politique, c'est d'agir de manière préventive. C'est-à-dire que moi, l'homme qui m'a agressé et qui a agressé aussi Fiona Texer, aujourd'hui, on ne demande pas à ce qu'il soit viré en dehors du cadre du droit du travail. C'est-à-dire que c'est des actes qu'il a commis en dehors de l'exercice de ses fonctions, parce que c'était il y a déjà 5 ou 6 ans. C'était déjà il y a 6 ans. Donc l'idée, c'est d'agir de manière préventive. C'est-à-dire que quand il y a doute, que les partis se dotent de cellules de signalement, se dotent de moyens pour pouvoir enquêter avec le respect du contradictoire, mais en prévention. On ne se substitue pas à la justice. Ninon Guinel, chef de cabinet de Grégory Doucet à la mairie de Lyon. Opération coup de poing à la plateforme logistique d'Amazon. Des militants opposés au Black Friday et à la surconsommation ont bloqué dans la nuit de vendredi à samedi la plateforme logistique à Satolas. Notez qu'ils ont posé des palettes et des poubelles pour empêcher l'entrée des camions, ainsi que des cadenas sur les grilles. Les gendarmes sont toutefois intervenus pour procéder à leur évacuation. La neige est tombée dans le Rhône ce week-end, hier en particulier avec un manteau blanc sur le Beaujolais, les monts du Lyonnais et la vallée d'Azergues. Les flocons sont même tombés à basse altitude, autour de 350 à 400 mètres. La neige a recouvert certaines routes du côté de Saint-Laurent-de-Chamousset, Saint-Martin-en-Haut ou encore dans le secteur de Thizy-les-Bourgs. Il faut être donc prudent sur les routes. Guy Savoy reste le meilleur, c'est ce qu'a annoncé l'agrégateur La Liste, classement des 1000 meilleurs restaurants de la planète. Conçu à partir d'une synthèse des notes des guides et critiques gastronomiques, La Liste place en tête le restaurant triplement étoilé de Guy Savoy à la Monnaie de Paris. Dans les 200 premiers restaurants du monde, un grand absent, Bocuse, qui sort de la première partie du tableau, les restaurants qui obtiennent une note jusqu'à 93 sur 100, alors qu'il avait obtenu 95 sur 100 lors du dernier classement, c'était en 2019. On trouve Régis
Régis et Jacques Marcon en Haute-Loire, Trois Gros dans la Loire et Georges Blanc dans l'Ain, dans les 200 meilleurs restaurants du monde. Mais aucun restaurateur du Rhône n'y apparaît plus désormais. Joseph Viola pour Daniel et Denise se voit toutefois attribuer le prix de l'authenticité de l'artisanat. Ce prix récompense l'établissement et le cuisinier mettant en valeur le patrimoine culinaire de sa région ou de son pays, au travers de son savoir-faire, de ses produits ou des circuits courts. À noter qu'ils sont 5 à avoir décroché ce prix. Lyon demain, média agitateur d'idées. Les sports, victoire de l'OL 1-0. L'Olympique Lyonnais a remporté en effet un succès important sur la pelouse de Montpellier grâce à une tête de Lucas Paqueta en première période. Ce succès met fin à une série négative à l'extérieur en Ligue 1. Il permet aux hommes de Peter Bosz de revenir à 4 points du podium avec un match en moins. Alain Caveglia va bien faire son retour à l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais qui a besoin de renforcer sa cellule de recrutement après le départ pour Angers de l'expérimenté Patrice Girard. Le club va confier le poste vacant à Alain Caveglia, ex-buteur du club et ex-directeur sportif de Caen. En rugby, en top 14, le Loup a subi la loi des Toulonnais à Mayol. Malgré ses efforts, il s'incline sur la marque de 19-13. Basket en Euroleague, bien que privé de 7 joueurs, l'Asvel a eu les ressources pour l'emporter au buzzer à Monaco, 85-84. Une victoire grâce à un tir du milieu de terrain de Howard, auteur de 23 points dans cette rencontre. La Scintillante a enregistré quelques 2700 participants. Le record de dons a été battu avec 225 000 euros. Ça se passait samedi au Parc des Berges au profit de la recherche sur le cancer menée par le Centre Léon Bérard. 2700 participants ont pris part à ce grand mouvement d'espoir pour toutes les personnes touchées par la maladie. Le marché de Noël de la place Carnot, bondé pour ce premier week-end d'ouverture. La capitale des Gaules n'avait pas connu de marché de Noël en 2020 en raison de l'épidémie de Covid-19. Ambiance de fête donc cette année au pied des escalators de Perrache, mais dans le respect des gestes barrières, à défaut des règles de distanciation aux heures de grande affluence. 80 chalets et 80% d'artisans locaux dans ce marché de Noël renouvelé, le prestataire ayant changé. La grande roue de la place Bellecour a commencé à tourner samedi, 28 cabines à 6 places, des cabines fermées. L'occasion de découvrir autrement Lyon. 4 à 5 tours permettent à 55 mètres de haut d'admirer la capitale des Gaules et de faire quelques photos. On peut en profiter jusqu'au 13 mars. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr demain, même heure, mêmes antennes, pour une nouvelle édition.